Hello tout le monde, c'est Atreid, votre conseiller en investissement financier certifié en France. Et aujourd'hui, on va parler Bitcoin. On va regarder un peu ce qui se passe parce qu'il se passe des choses vraiment pas mal sur ce marché. Et on va commencer avec une petite analyse technique de ce qui se passe sur le court terme. Tu vois ici, on est en 4 heures, il y a beaucoup de choses, t'inquiète pas, je vais te dire exactement de quoi il s'agit. Tu sais également que normalement, l'analyse technique, c'est ce que je regarde en dernier parce que tout ceci n'est que la conséquence de tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire principe de liquidité, est-ce qu'on a de l'argent qui rentre sur le marché, est-ce que la macro est bullish pour les assets à risque et donc Bitcoin et les altcoins. On a vu ça dans les dernières vidéos, donc pas besoin de tout répéter. Et c'est pour ça que je commence par l'analyse technique avant de prendre quelques datas qui sont assez sympathiques. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est effectivement la structure que Bitcoin a en 4 heures. On sait en weekly, en monthly, en daily, on est haussier, il n'y a pas de problème. En 4 heures, on était redevenu baissier à partir du moment où on avait cassé le plus bas ici. À partir du moment où on a fait ce mouvement juste ici, et on a cassé ce high juste là, on est repassé d'un point de vue momentum, d'un point de vue structure de prix, on est repassé haussier. Ce qu'on voulait voir à partir de la cassure de ce sommet là et de ce sommet là, c'était justement un prix qui prend appui sur cette trendline baissière qui reliait tous les sommets majeurs sur Bitcoin. Celui-ci, celui-ci, celui-là. Donc ce qu'on veut voir, c'est un prix qui rebondit sur cette trendline et c'est exactement ce qu'on a ici. Ce qu'on a eu ici au niveau de la réintégration de cette trendline, c'est pas grave. On n'a pas besoin de crier tout de suite au bear market à peine on réintègre une trendline. Non, il faut regarder quels sont les niveaux clés qui sont importants sur le prix en question. Et sur Bitcoin, les niveaux clés au niveau du prix qui sont hyper importants, c'est ce niveau-là qui est dans une fourchette, je te l'accorde, relativement large, 102,5 au 104,3, mais également ici au niveau des 107,2 au 107,7. Ces petits rectangles-là sont dessinés depuis à peu près 2 semaines sur mon écran. Je ne les ai pas dessinés ici pour que ça puisse, comme par hasard, avoir une confluence avec le prix. Mais comment repérer très simplement, sans un indicateur, ces structures ici? C'est très simple, je prends en daily et au minimum, je dis bien au minimum en 4 heures, les zones dans lesquelles le prix a donné le plus souvent lieu à un rejet haussier ou baissier. Donc c'est-à-dire les zones de prix dans lesquelles le prix a servi tantôt de rejet baissier, donc de résistance, ou de rejet haussier, de support. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette zone de prix, la première à défendre, a servi beaucoup de fois de zone pivot. Une première fois ici en tant que zone de support, une deuxième fois ici, une troisième fois ici avant d'être transpercée. Ensuite, on l'a retranspercée ici et encore une fois ici. Elle a servi plus ou moins de zone de résistance. Certes, on a été plus haut, mais c'est cette zone-là qui, si on la met en daily, était une zone d'imbalance qui a servi de rejet au prix. On est venu encore une fois servir de résistance ici, puis de zone de support, puis de zone de support encore une fois, avant de la traverser, la retraverser, zone de support encore une fois, zone de support encore une fois. Donc avant même qu'on vienne justement retracer depuis ici jusqu'ici, on pouvait voir que cette zone pouvait être retravaillée. Pourquoi? Parce que c'est la zone de support intermédiaire majeur, avec en plus une zone dans laquelle il y avait des imbalances à prendre. Il y avait cette imbalance ici, une petite imbalance ici, il y a encore une imbalance ici certes, mais il était peu probable de venir la prendre parce que justement on avait cette zone de support juste là. Si on venait la prendre d'un point de vue totalement technique, si on venait juste en dessous, certes on aurait pu remonter ici et repartir plus haut et retraverser cette zone, mais ce qui aurait été le plus probable, ça aurait été de venir chercher cette zone pour faire une résistance classique comme on a eu ici précédemment sur le prix, pour venir chercher ce low intermédiaire et combler l'imbalance qui était là avec cette grosse zone de support sur Bitcoin. Même si on avait fait ça, on aurait été techniquement toujours haussier sur Bitcoin, ça aurait été un retracement de ce grand mouvement haussier juste ici qui a servi d'impulsion haussière très forte sur le prix à partir du 22 juin. Et généralement, ces très grosses impulsions haussières, on vient retracer à quasiment 50%, voire un petit peu plus de 50%. Maintenant, plus on est bull, plus on va espérer forcément et regarder que ce retracement-là ne soit pas hyper profond et qu'on ne laisse pas la chance à beaucoup de gens qui repèrent ces structures de pouvoir rentrer de manière tardive. Ce qu'on veut dans un marché qui est haussier et qui devient de plus en plus haussier, c'est qu'on retrace de moins en moins pour ne pas laisser la chance à tous ceux qui attendent ce mouvement et ainsi pouvoir les faire FOMO beaucoup plus haut. Donc ça, c'est ce qui explique cette trendline ici oblique où on vient prendre appui dessus, c'est génial, ça correspond au principe d'analyse technique et structure de prix, donc jusque-là, pas trop de soucis. Ce qui se passe maintenant, c'est deux petites trendlines. La première, c'est trendline juste ici horizontale, cette oblique, qui correspond, si on fusionne les deux, à ce rectangle vert. En fait, ici, c'est toute la zone de liquidation et de liquidité qu'il y a à venir chercher. Tu peux voir ici, on enchaîne les sommets qui sont descendants avec forcément des stops de shorters qui sont placés juste au-dessus ici,
et dans toute cette partie du rectangle vert. Pourquoi? Parce que ça correspond au plus haut du sommet ici et au plus haut des sommets qui se cachent juste ici. Quand tu repères ça sur le prix, il n'y a même pas besoin d'avoir accès à des liquidations, c'est-à-dire où est-ce que les shorts se font exploser, ceux qui ont pris des leviers. Tu sais directement que c'est au-dessus de tous les sommets qui sont quasiment à des prix égaux ou alors qui se suivent de manière très très proche. Ce qui se passe au niveau du mouvement du prix quand tu as une inversion de structure avec des sommets ou des lows qui sont extrêmement proches, ce sont des mouvements hyper impulsifs comme ici. Par exemple ici tu peux voir, une fois qu'on s'est retourné juste là et que le prix a décidé de ne pas faire un plus bas mais de repartir, on avait des sommets juste ici, 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 tu en avais partout. Et donc quand le mouvement du prix et la résolution haussière se met en place, on a des mouvements qui sont hyper impulsifs parce qu'il y a des stops partout sur le chemin et donc on a des mouvements qui sont hyper impulsifs. Ça tu le vois à la hausse ici, mais tu peux aussi les constater à la baisse, par exemple sur ce mouvement ici assassin. Pourquoi est-ce que ce mouvement a été hyper puissant? Parce qu'on avait des bas relativement proches les uns des autres et en cascade comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'on a une magnifique trendline ici où quand on vient prendre le lot juste là, on en a un deuxième qui suit immédiatement derrière, puis un troisième, puis un quatrième. Quand on prend celui-là, on en a encore un ici, 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 ici. Et donc, quand il y a un mouvement assassin qui vient prendre la liquidité comme ici, on vient racler tout d'un coup. On racle tout d'un coup et ça donne des bougies hyper puissantes. Et c'est exactement ce scénario qui va se mettre en place juste là, parce qu'on a ces highs qui sont très proches les uns des autres. On peut voir, même si on zoome un tout petit peu, ils sont vraiment, vraiment collés les uns aux autres. Tu regardes les mèches, les hauts des mèches, elles se suivent toutes les unes les autres. Et dès qu'on passe celle-ci, cela correspond à un double sommet qui est ici quasiment égal au niveau de sa valeur. On est à 110 534 $, 500 à peu près 700 $. Et donc sur à peine 300 $ de fourchette de prix, on a énormément de liquidation. Et ensuite on a la dernière qui attend juste là. Donc on est sur quelque chose de très boule, les supports tiennent, il n'y a pas de souci. Et on prend une structure que personnellement j'adore, c'est justement ces structures en cascade où on enchaîne des sommets qui sont très proches les uns des autres et pourtant on n'enchaîne pas de bas beaucoup plus bas avec des zones d'imbalance, avec des prix qui descendent d'un coup et il faut attendre 2 semaines que ce soit recomblé. Non, tout est plus ou moins très proche et c'est pour ça qu'on risque d'avoir un mouvement très très impulsif. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en plus haute time frame, on a quelque chose d'assez intéressant que beaucoup de monde aura repéré, en tout cas des gens commencent à en parler. C'est deux figures chartistes qui ont des probabilités assez hautes de se produire parce qu'elles correspondent à des principes de liquidité. La première, je te l'ai dessinée ici, c'est une structure en tasse et anse. Pourquoi est-ce que je la prends ? Je la prends parce que techniquement parlant et en termes de probabilité, cette figure a à peu près 75% de chances de se produire. Donc la figure en tasse et anse, il ne suffit pas de voir un premier creux puis un deuxième pour dire il y a une tasse et une anse. Non, elle correspond et elle doit correspondre à des conditions cumulatives bien précises pour qu'on puisse parler d'une tasse et d'une anse qui prennent place juste ici sur le prix. Et les conditions, je les ai marquées juste ici, elles sont juste là, on va zoomer dessus, et elles sont cumulatives. La première condition, c'est d'avoir un gros mouvement haussier qui précède la tasse et l'anse. Si on vient depuis le haut et qu'on est en train de faire un mouvement baissier, cela ne correspond pas à une tasse et anse. Donc là, la condition numéro 1, parfait, elle est respectée. On a fait un gros mouvement haussier, et on est en train de corriger sous la forme de la fameuse tasse et anse, donc la première condition est bien respectée. La deuxième condition, c'est que la correction initiale maximum, donc la formation de la tasse, doit être de maximum environ 30 à 33% par rapport au plus haut. Si on prend la correction qui a eu lieu juste ici, jusqu'au corps de bougie, à la clôture, on est sur du 28%, donc pour l'instant, on est dans les clous, pas de souci par rapport à cette deuxième condition. Une correction beaucoup plus profonde ne correspond plus à cette figure chartiste et donc ne peut pas prendre place sur le graphique. Au niveau de la troisième condition, sur la formation de l'anse, donc le deuxième creux juste ici, on doit avoir eu ici sur le haut un échec de cassure de la ligne de coup. Et donc tu peux le voir juste ici, on est venu former la ligne de coup, on a eu un échec de la cassure et c'est forcément cet échec de cassure qui forme l'anse. Quatrième condition, la correction de l'anse doit représenter au maximum environ 33% de la hausse depuis la tasse. Donc le plus simple, c'est de régler un FIB qui va prendre les points 0, 0,33, 0,66 et 1. Tu vas tracer un FIB depuis la clôture ici de la bougie du bas de la tasse jusqu'à la ligne de coup et tu vas regarder la correction jusqu'où elle descend. Et elle doit descendre maximum jusqu'à cette ligne verte ici qui correspond au 0,33 de Fibonacci qui représente une baisse, une correction de 33% de tout ce mouvement ici de la tasse. Et tu peux voir que pour l'instant, la clôture elle est venue précisément
se clôturer juste ici sur le niveau des 0,33 de fibre, donc c'est parfait, la quatrième condition est validée. Une fois que toutes ces conditions sont validées sur le graphique, on parle bien d'une tas-séance avec une probabilité de 75 à 78% de taux de succès sur la figure. Et donc ce taux de succès c'est quoi? C'est de repérer la distance entre la ligne de coup juste ici et le bas de la tasse et de répercuter cette distance sur le haut, et ça donne l'objectif de résolution du prix qui serait ici de 146 000 $ environ. Ça, c'est ce que nous dit le principe. Ce que nous dit ce principe également, c'est qu'une fois qu'on va venir rompre la ligne de coup, on doit avoir également, et c'est normal, et ça on a quasiment sur toutes les figures chartistes, un pullback qui vient juste prendre appui sur le dernier sommet avant de faire l'impulsion haussière. Alors, j'ai regardé un petit peu sur d'autres graphiques, et c'est vrai qu'au niveau des taux de probabilité que cette figure se réalise, on est bien sur du 75, 78, voire même 80% de taux de réalisation. Par contre, il y a beaucoup de fois où effectivement on n'a pas le pullback juste ici. On n'a pas le pullback, on part directement beaucoup plus haut. Le pullback arrive dans un nombre de cas qui est vraiment restreint. On a également, pour ceux qui l'ont repéré, on a également une espèce de structure juste ici, hop, en épaule tête-épaule oblique. Voilà, elle est un peu dégueulasse comme elle est mise ici. Mais si tu veux, on a un peu une épaule tête-épaule qui est juste là, comme ça, avec l'épaule, la tête, l'épaule, et ensuite une rupture de la ligne de coup juste ici, qui pour le coup est en trendline oblique, donc qui sera plus haute que la ligne de coup juste ici, elle sera aux environs des 112-113 000 $ environ, avec le même principe. On prend la distance entre la tête et la ligne de coup, on répercute en haut, et ces deux figures chartistes conduisent au même objectif, environ 146, 147, 148. Donc une épaule, tête-épaule inverse, excusez-moi, pas un épaule, tête et épaule, épaule, tête inversée et épaule. Donc ça c'est une figure haussière également. Donc il y a une confluence même par rapport aux différentes figures chartistes qu'on peut avoir sur ce graphique du Bitcoin. Donc pour l'instant, on est pas mal, on est toujours en tendance haussière, il n'y a pas de souci. Donc je te renvoie aux dernières vidéos par rapport à la cyclicité, etc. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs choses qui prennent place. La première, qui est très intéressante, c'est cette charte que je te montre ici, issue du site macromicro.me, qui te montre une chose qu'on appelle les FINRA Margin Depth. Donc les FINRA Margin Depth, c'est quoi? C'est simplement l'exposition à levier des retail. Donc tu as ici le SP500 en rouge et tu as derrière en bleu l'exposition des retail avec du levier. Donc on ne sait pas si c'est du long, on ne sait pas si c'est du short, mais généralement tu as du FOMO avec beaucoup de leviers qui s'ouvrent et donc en longue. C'est pour ça qu'une fois qu'on a un bear market qui se met en place, tout le monde se fait rect, se fait défoncer la gueule et on part beaucoup plus bas. Ce qui est super intéressant, c'est que tu peux voir qu'on arrive quasiment sur des plus hauts au niveau de cette courbe bleue juste ici. Je vais parler dessus parce que ça enlève le graphique, c'est un peu pénible. Mais ce qui est super intéressant, si tu regardes bien, à chaque fois qu'au niveau historique, on a posé un nouveau plus haut au niveau de la courbe bleue, donc tu prends par exemple le plus haut d'ici, tu tires un trait et on a passé un plus haut, tu prends la courbe bleue ici, tu tires un trait, on a cassé. On a eu une accélération des leviers, juste ici, avec une accélération de la phase parabolique qui est la dernière phase du bull run. Et ça s'explique de la manière suivante. On a un marché qui forcément monte, qui a eu des creux, par exemple ici comme en Covid, qui a eu des creux ici, comme par exemple au niveau des news et tarifs de Trump, donc il y a de la peur de marché. On est à un moment donné où on n'est pas encore sur la phase parabolique et donc les retail ne sont pas encore présents sur le marché. Ce qui se passe une fois qu'on passe ces niveaux-là, c'est qu'on est déjà arrivé sur des all-time high, sur les différents indices, sur les différents actifs à risque. Et c'est à partir de là que tous ces gens commencent à débarquer et à FOMO, à mettre énormément de levier, ce qui fait qu'on arrive dans la dernière phase du cycle haussier, cette fameuse phase parabolique, où on commence à avoir un angle de croissance ici au niveau des actifs qui prend une ligne vraiment ascendante, voire même une exponentielle sur les différents actifs, notamment S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Altcoin. Et c'est à partir de là que tout s'accélère, qu'on a les retail qui commencent à débarquer sur ce marché, à acheter tout ce qui bouge, mettre leurs économies, mettre leur épargne, et finalement à acheter la dernière partie du cycle haussier avant de se faire défoncer la tronche et d'abandonner le marché parce que forcément c'est trop tôt. Ça on l'a vu en 2021, on l'a vu en 2017 également, avec des phases où beaucoup de retail venaient, tout le monde parlait de crypto, tout le monde parlait de marché actions, etc., etc. Tous ces gens ont perdu leur argent et ensuite ils ne sont plus revenus sur ce marché-là. Ils ont été dégoûtés. Eh bien, sachez qu'il y aura plein de nouveaux, mais il y aura également tous ces gens-là qui vont revenir tester leur chance parce qu'ils vont se dire « Ok, c'est bon, c'était il y a 4 ans, c'était il y a 5 ans, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bourdes, maintenant ça monte, je peux que gagner de l'argent, donc je vais remettre des économies et ces gens vont reperdre de l'argent. » Ça se passe toujours comme ça, de manière cyclique. Et là où on voit qu'effectivement
les retails commencent à arriver mais qu'ils ne sont pas encore en tout cas sur le marché de la crypto, et c'est très bénéfique, c'est notamment par rapport à deux indicateurs que moi j'adore regarder, qui sont non pas forcément les recherches sur Google, parce que tu as beaucoup de recherches sur Google, mais dites-vous bien en tant que retail, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait. Vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube en ce moment, et donc là où c'est très criant, c'est que les gens à l'heure actuelle n'aiment pas trop lire. Les gens n'aiment pas trop lire, faire leurs propres recherches et prendre 1000 ans, ils préfèrent avoir tout le travail qui est pré-mâché. Et donc ils vont où? Ils vont sur le média social numérique numéro 1, YouTube. Voilà, ils vont chercher des tutos, ils vont chercher des vidéos sur la crypto, et donc ce que je trouve très pertinent à regarder, ce sont justement les abonnés aux chaînes YouTube et les vues sur les chaînes YouTube. Donc ici, on est sur le site Into the Cryptoverse, qui est un site que j'aime beaucoup, où il y a ici plein de chaînes qui sont des chaînes leaders, surtout anglophones. Donc ça regroupe vraiment beaucoup de monde, beaucoup plus que nous, la francophonie. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les chaînes ne gagnent même pas d'abonnés, elles en perdent. Vous voyez, on est dans le négatif. Et à chaque fois qu'on était dans le négatif, c'était sur des zones de bottom. Ici négatif, on est sur zone de bottom. Ici négatif, on est sur zone de bottom. Ici pareil. En fait, ça traduit quoi? Ça traduit qu'à l'heure actuelle, les gens ne sont pas sur YouTube pour regarder comment créer un compte crypto, quelle crypto acheter, ils ne sont pas là encore. Ils ne sont pas là, et ça c'est hyper important pour qu'on puisse faire ce premier move hyper sain qui prend place avant chaque début de phase parabolique. C'est justement une phase où il n'y a encore pas grand monde et où la deuxième type d'investisseurs, qu'on appelle des fonds d'investissement, viennent se placer juste ici. Fonds d'investissement qui débarquent encore en retard, et ce qu'on appelle aussi des retail qualifiés, donc des retail qui ont beaucoup d'argent, qui ont accès à des instruments financiers qui ne sont pas accessibles à tout le monde, parce qu'ils ont des conseillers financiers, ils ont des conseillers en banque privée, donc ce sont des gens qui ont quelques centaines de milliers d'euros sur le côté, voire même quelques millions. Les banquiers les appellent en leur disant bah voilà, il faut que tu mettes là parce que là il y a un truc qui se passe, c'est génial. Et comme les banquiers c'est pas les meilleurs analystes du monde, et ben ils débarquent tardivement aussi. Et donc c'est à partir de là qu'on va voir tous ces gens arriver, et ensuite les retail. Et ça, tu peux voir, ça a pris place à chaque fois. À chaque fois qu'on a eu un énorme pic au niveau des souscriptions sur YouTube, des vues sur YouTube, on a eu un top local ou un top définitif. Donc la dernière fois qu'on l'a fait, c'était juste ici, en décembre 2024. On a eu ici également en mars 2024, et au dernier bull run, tu peux voir les pics qui étaient énormes une fois qu'on était dans la phase parabolique, juste avant que tout s'effondre et qu'on ait de nouveau un désintérêt des retail pour ce marché. Si on regarde au niveau des vues, c'est à peu près la même chose. On est sur une courbe qui est descendante, tu peux le voir ici, où les vues diminuent. En gros, tous les youtubeurs sur la crypto-monnaie, à l'heure actuelle, statistiquement, ont des vues qui diminuent. Et moi, je le vois également, alors que j'ai une chaîne relativement nouvelle. Tu peux regarder les vues sur les dernières vidéos. Il y a à peine 3 semaines, c'était du 3000 vues sur chaque vidéo. Là, on est sur 2300, 2400. Donc, certes, on est l'été, les gens déconnectent aussi un petit peu, ça c'est sûr. Mais il y a de moins en moins de monde intéressé parce que les gens ont le folio dans le rouge. Ils sont en train d'abdiquer, d'abandonner, de vendre leur position en se disant « je ne reviens plus jamais ici ». Et ça, on le voit même sur les très grosses chaînes. Tu peux voir, on est clairement sur une courbe descendante. On n'est pas du tout sur un pic. Donc ça, c'est super intéressant pour voir qu'effectivement, les gens ne sont pas encore là. En tout cas, ceux qu'on attend ne sont pas encore là. Et c'est hyper sain. On prend des positions bien avant eux, bien avant qu'on ait la phase parabolique. Et c'est là où nous, on sera gagnant. Parce qu'on vendra ici alors qu'eux vont acheter juste ici. Et c'est très dommage pour eux. Là aussi, c'est aussi hyper important, c'est de voir quelques métriques sur BTC. Notamment le sentiment qu'il y a sur Bitcoin. Alors, il y a effectivement, au niveau du Fear and Greed Index, il y a effectivement, à l'heure actuelle, un indice de cupidité, mais l'indice de cupidité, il peut rester plus ou moins longtemps. Et généralement, il prend place au début de la phase parabolique et il reste toute la phase parabolique jusqu'à atteindre des sommets. Ce qui est super intéressant, c'est que moi j'utilise plutôt ici ce qu'on appelle le positive sentiment sur le site justement Sentiment, qui montre au niveau des variations de prix de Bitcoin le sentiment en termes réels qu'ont les gens. Et ce qui est super marrant à voir, c'est que ici, juste sur la phase dans laquelle on a un sentiment qui est tombé ici quasiment dans le négatif, où les gens sont hyper pessimistes. Sur ce niveau de prix, les gens sont très pessimistes. Et ça, je le vois également sur YouTube les derniers jours. Alors aujourd'hui non, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde commence à être boule de nouveau au niveau des youtubeurs. Mais je vois en tout cas beaucoup de youtubeurs anglophones, certains francophones, mais pas trop au niveau de la francophonie, qui sont très pessimistes et qui commencent à appeler ici à un retracement minimal au niveau des 102, voire même beaucoup plus bas. J'ai même vu plusieurs très grosses chaînes américaines qui appellent à un nouveau plus bas ici avant de venir possiblement faire un nouveau plus haut. Donc il y a du bear. Il y a du bear dans le pipeline et ça c'est exactement ce qu'on veut. On veut un sentiment qui est un peu bearish pour que les gens FOMO
suivre ces gens qui ont des millions d'abonnés, aille shorter directement en se disant le mec il est pessimiste, donc go 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 on short, et en fait c'est tous ces gens qu'on va exploser, parce que si on regarde les clusters de liquidation, les clusters sont plus hauts, ils ne sont plus en bas, ils sont plus hauts. Et c'est d'ailleurs ce que traduit justement la formation de la tasse et Hans, c'est une expiration entre guillemets de ces vendeurs. On les essouffle. Les vendeurs ici ils sont là, ils ont pris le contrôle, on les liquide, on les liquide, on les liquide. Le prix redescend et ils pensent que ça va aller plus bas, et bien non, on remonte plus haut, on les liquide et il y a un essoufflement de ces vendeurs qui ne sont plus trop présents, et donc on peut partir beaucoup plus haut. Au niveau des métriques également que j'ai envie de vous montrer, il y a cette dernière métrique qui est ici, donc la supply de BTC sur les exchanges ici en jaune versus l'accumulation de tous les portefeuilles qui ont entre 10 et 10 000 bitcoins en folio. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'accumulation des gros portefeuilles ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter, et à l'inverse, on a eu un croisement juste ici en novembre 2024 entre les portefeuilles qui accumulent et les bitcoins qui sortent des exchanges. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que quand le bitcoin sort des exchanges, il y a deux manières de l'interpréter. Première chose, il y a beaucoup de ventes. Il y a beaucoup de ventes, et donc forcément s'il y a beaucoup de ventes de bitcoin, si moi par exemple j'ai un portefeuille de 10 bitcoins et que je vends mes 10 bitcoins, on aura forcément, si tout ceci est fait par des gens comme moi, on aura forcément une supply au niveau des exchanges qui sort parce que je réalise mes bitcoins, donc je passe en stablecoin. Donc il y a moins de bitcoins, théoriquement. Donc forcément, ça baisse, évidemment. Ça, c'est la première théorie. Deuxième théorie, c'est que j'ai acheté des bitcoins et que simplement je les sors des exchanges. Donc je les mets sur un cold wallet, Clay Ledger ou autre, peu importe. Et donc ils sortent des exchanges. Donc nous, on a envie de voir, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui vendent leurs bitcoins ou est-ce que c'est parce qu'ils sortent des exchanges? Et c'est là que cette courbe rouge va arriver, c'est qu'on va mettre en corrélation justement l'accumulation des gros portefeuilles versus la sortie des bitcoins. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que juste ici, quand ça baissait, il y avait jusqu'à ici, il y avait une corrélation entre la ligne jaune et la ligne rouge, signe que justement les gros portefeuilles dégrossissaient un petit peu leur bitcoin. Donc la baisse qui était ici était due avant tout à de la vente de bitcoin. Pas le fait qu'on mette sur des cold wallets, mais de la vente de bitcoin. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe depuis juillet 2024, juste ici, c'est qu'on a au contraire une anticorrélation entre la ligne rouge et la ligne verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gros portefeuilles accumulent beaucoup de bitcoin, beaucoup, tu peux voir, ça fait que monter, et on a une descente juste ici. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vente de bitcoin, mais les ventes de bitcoin sont assimilées par ces gros portefeuilles. Ils rachètent les ventes. Donc s'ils rachetaient les ventes et que en plus les bitcoins restaient sur les portefeuilles exchange, la ligne jaune elle serait flat, parce que forcément les ventes se font absorber, donc finalement elle est flat. Donc ce que ça veut dire, c'est que non seulement que les ventes sont absorbées, là il n'y a pas de souci, mais que les gros portefeuilles sortent les bitcoins des exchanges. Et ça c'est hyper bullish. C'est hyper bullish, pourquoi? Parce que on arrive dans une période de temps où on est l'été, il y a moins de monde sur les marchés, en tout cas moins de retail, etc. Et donc si la supply sort des exchanges, elle n'est pas disponible à la vente. Et si elle n'est pas disponible à la vente, qui va vendre une fois qu'on va monter les prix? Qui va poser des ordres de vente pour des milliards et des milliards ici à 112, 113, 115, 119, 120? Personne. Il y aura un manque d'offres. Et rappelez-vous une théorie qui est la base de l'économie, les prix sont fixés par l'offre et la demande. Dans un marché où il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, le prix monte extrêmement vite. A l'inverse, quand on est dans un marché où il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes, le prix baisse. Et c'est exactement ce que traduit cette charte ici. On va avoir une période de temps durant laquelle il y a très peu de bitcoin disponibles à la vente, mais où les gens en achètent massivement. On le voit avec le flow des ETF notamment, ça ne fait que monter, tout le monde achète des bitcoins. Les entreprises qui accumulent du bitcoin, MicroStrategy, de Blockchain Group et pas mal d'autres achètent. Et donc ça va donner quoi? Ça va simplement donner un paradigme dans lequel il y a très peu de bitcoin en vente et beaucoup plus de bitcoin qui veulent être achetés avec un prix qui va percer directement, tout simplement. Donc ça, c'est hyper bullish. Maintenant, il y a encore d'autres éléments beaucoup plus bullish, énormément plus bullish, mais je vous les expliquerai la semaine prochaine en espérant que personne sur YouTube ne vous les montre, parce que d'abord, je vais le montrer au groupe privé durant le live de demain soir à 18h. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.